Bonjour, ceci est une introduction au BPMN. Nous allons voir les éléments de base. Donc tout d'abord, nous allons faire notre premier diagramme qui contiendra deux événements et une activité. Alors, le premier événement est l'événement de début. Donc tout d'abord, on va créer un premier diagramme. Qui sera un diagramme de collaboration. Donc voici un événement début, c'est un événement simple. Nous allons faire un flux qui mène à une première activité, qui est une activité abstraite. Donc c'est-à-dire elle n'est pas typée. Et encore un flux qui arrive à un événement de fin. Voici donc le tout premier diagramme qui consiste en une seule activité. Alors on peut voir déjà la moitié de la notation, on va dire BPMN. Donc les événements sont ronds, les activités sont des rectangles au coin arrondi. C'est tout ce qui compte. Donc les couleurs ici sont juste pour rendre le diagramme plus joli, mais n'ont aucune signification en BPMN, ce qui permet d'imprimer le diagramme en noir et blanc. Également, ce qui est important, c'est la forme relative. C'est-à-dire que si le rond est agrandi ou rétréci, ça ne change pas sa signification. Il peut même être un peu déformé, un peu elliptique, que ça ne changerait pas sa signification. Donc ce qui est important, c'est que c'est un rond et sa bordure. Donc on peut voir que l'élément de début a une bordure assez fine, alors que l'événement de fin a une bordure très grasse. Nous verrons que pour les activités, la bordure a aussi une signification et qu'il existe d'autres types de bordures pour les événements. Ceci est un flux assez simple puisque on va toujours de l'avant et il n'y a aucune décision. Évidemment, dans un process devient assez intéressant lorsqu'il y a des décisions. Donc pour cela, on a besoin d'un nouveau symbole. En BPMN, ces symboles sont des portes, un peu comme les portes logiques. Donc nous allons insérer une première porte. On va noter qu'en anglais, gateway est passerelle. Nous allons commencer par la porte la plus simple, celle qui est identique au flowchart. Et nous créons de suite une activité en parallèle. Voici donc, nous avons deux activités. Alors maintenant, nous pourrions faire ceci. Donc ici, nous avons une activité de début, une porte qui est exclusive. Donc soit nous allons aller vers l'activité A, nommons-la A, soit nous allons aller vers l'activité B. Nous allons nommer B. C'est une porte exclusive. Ça veut dire qu'on ne peut pas faire A et B en même temps. Nous sommes obligés de choisir l'une ou l'autre branche. Pour choisir l'une ou l'autre branche, nous allons utiliser des conditions. La condition peut être indiquée sur les arêtes. Âge. Donc ainsi par exemple. Et nous pouvons indiquer qu'un flux est le flux par défaut. Pour cela, nous allons utiliser une petite barre. Une petite barre que vous pouvez voir ici. Évidemment, ce diagramme n'est pas tout à fait correct, bien qu'il soit fonctionnel. En effet, la porte ici va générer un token. En fait, elle va transférer le token vers le haut ou vers le bas.
Puis le token va rentrer dans l'activité, va ressortir et va être consommé. Donc tous les tokens générés à l'entrée vont être consommés, ce qui est parfait. Toutefois, ce diagramme ne pourra pas être exécuté par tous les moteurs BPMN, parce qu'en effet, BPMN s'associe avec un langage BPEL qui permet d'exécuter les business. Donc ce que nous allons faire, nous allons corriger un peu ce diagramme en ajoutant une porte du même type. Alors, ce ne sera pas toujours le cas, les portes ne seront pas toujours équilibrées, mais dans la plupart des cas, c'est comme ça. Voilà. Donc ici, nous avons des portes qui sont équilibrées. Et en fait, le diagramme est même plus lisible. Ceci est donc une porte exclusive. Il arrive parfois qu'on doive exécuter les activités en parallèle. Pour cela, il existe un autre type de porte que nous allons ajouter, qui est la porte en parallèle. Donc ici, moyen mémotechnique exclusif, une seule, parallèle, plusieurs en parallèle. Donc, bien entendu, on a une activité. Je vais déjà mettre la porte de l'autre côté, car nous restons dans des cas simples, donc les portes seront équilibrées. Donc, ici, il faut comprendre que les deux activités seront exécutées. On peut avoir 3, 4, 5, 6, 7 activités autant qu'on veut. Le principe, c'est qu'elles seront exécutées en parallèle. Il existe un troisième type de porte qui est un mix entre les deux portes qu'on vient de voir. Et donc, c'est la porte inclusive. Donc, de la même façon, je crée deux activités et je balance les portes. Donc, j'équilibre les portes. Donc ici, nous avons le choix entre la route du haut, la route du bas ou les deux routes. Donc cette porte permet un choix de un ou plusieurs chemins. Évidemment, le nombre de tokens qui arriveront ici doit être égal au nombre de tokens émis. Donc si nous prenons les deux routes, le process sera bloqué à cette porte jusqu'à ce qu'il y ait les deux tokens qui soient revenus. Voici donc un diagramme de base assez simple et même assez symétrique. Évidemment, un diagramme ainsi reste pas très intéressant. Nous allons donc ajouter quelques événements intermédiaires. Imaginons que ce soit un processus de commande avec différents choix faits par l'utilisateur. Et nous aimerons notifier l'utilisateur à chacune de ces actions. Donc, l'utilisateur a fait le choix, une activité s'est déroulée, on veut faire une notification, deux activités passées en parallèle, on veut faire une notification, là, une ou deux activités ont eu lieu et on veut notifier. Pour cela, nous allons utiliser l'événement intermédiaire message. Et voici. Donc ici, on peut voir que l'élément est jaune, ce qui n'a pas de signification particulière en BPMN. Ce qui est important est le dessin d'enveloppe et la double bordure. La double bordure signifie que c'est un événement intermédiaire. L'enveloppe désigne le type d'événement. Donc ici, un message. Actuellement,
il y a une faute dans ce diagramme puisqu'on a dit que c'est une notification, donc c'est un message envoyé. On va devoir changer le type d'événement pour être un événement lancé. On peut voir que l'icône a été inversée. À noter qu'on ne peut confondre avec un élément de début dû à la bordure fine, puisque celui-ci est une icône et qu'il est placé en plein milieu d'un flux. Donc il y a un peu de redondance en BPMN et c'est tant mieux. Si on a envoyé un message, on pourrait en recevoir un. Voilà. Maintenant, on va voir un peu, on va ajouter, je vous ai parlé d'un utilisateur, or il n'apparaît pas dans ce schéma. Donc nous allons ajouter un concept qui sont les swimlanes. Donc ici, nous avons une nouvelle entité. D'ailleurs, nous allons directement mettre voilà, donc ici nous avons résumé tout un process en une board. En fait, il faut savoir que dans un process, lorsqu'on ne met rien, donc comme ici on a un diagramme qui flotte, il est compris dans un swimlane. Donc un swimlane, c'est un agent qui fait partie d'un système plus complexe. Donc ici, dans utilisateur, est sous-entendu qu'il appartient à un système plus complexe. Donc ici, on vient d'ajouter des flux de messages. Ainsi, on voit que le message est envoyé à l'utilisateur. Elle a remarqué la redondance, puisque on a l'icône qui lance, on a la petite boule qui désigne celui qui envoie, et la flèche qui désigne celui qui reçoit. Donc l'information s'y retrouve 3 fois. Idem, si nous regardons un peu plus loin, nous avons la flèche dans l'autre sens, bien entendu, et le symbole indique que c'est un catch. On pourrait détailler le diagramme de l'utilisateur. Alors, on va faire un diagramme un peu étrange. Ok, donc ici, oups. Voilà, donc maintenant on détaille le contenu de l'utilisateur et on va lui ajouter un message. Donc il reçoit le message et en fait on va rerouter celui-ci et il va faire une action. Donc peut-être même une suite d'actions. Et il enverra un message. Ainsi. Donc là, on vient de détailler en fait le contenu de l'utilisateur.
Évidemment, l'utilisateur, l'entité, enfin le système utilisateur n'est compris que d'un utilisateur. Donc, c'est assez simple comme diagramme. Et donc, on peut voir que un message est envoyé, l'utilisateur fait des choses, et puis il envoie un message pour dire OK. On peut voir donc que les deux process sont liés. Évidemment, on peut avoir un process qui est tellement complexe qu'on désire le simplifier. Pour ce faire, on va créer un nouveau process. Toujours de collaboration, qui est assez simple. Mais cette fois-ci, on va aller lire une donnée et surtout, on va ajouter une des données d'entrée. Et des données de sortie. Donc en fait, ces deux données-là définissent ce qu'il faut donner en entrée de l'activité et ce que l'activité va sortir. Par exemple, on pourrait faire une recherche. Voilà. Pourquoi j'ai fait ça? Parce qu'on va dire, par exemple, qu'on va vérifier la commande et l'utilisateur. Et ceci est un process qui sera un process complexe. Comme ceci. Donc maintenant, on peut voir que j'ai créé un sous-process qui sera exécuté en parallèle de l'autre. Autre sous-process qui sera lui aussi un sous-process pas celui-là. Alors j'ai trouvé, hein, c'est pour c'est aucun de ceux-là. Ah oui, non, parce qu'ici, c'est vrai, hop, j'ai remis le même, c'est pour avoir le plus. Voilà, donc ici, on a une version, donc c'est le même process qu'au-dessus, mais en réduit, donc on indique avec un petit plus, et donc on sait qu'il est défini quelque part. Alors, il y a une autre façon de faire, c'est quand on a un process qui est utilisé à plusieurs endroits, on va le taguer comme tel. Donc pour ça, on va le mettre en call activity. Donc ici, on voit qu'il y a une bordure grasse et ça veut dire que c'est utilisé à plus d'un seul endroit et qu'il est partagé. Donc ce sera exactement le même à plusieurs endroits.
On sait l'identifier par son nom, comme ici, ils ont un nom, pour avoir mis un nom. Donc voilà, le diagramme commence déjà à être un peu plus sérieux. Là, bien entendu, là c'est un diagramme tout va bien dans le meilleur des mondes. Donc il faudrait ajouter une gestion d'erreurs. Bien entendu, BPMN permet de gérer les erreurs. Donc nous allons voir ça immédiatement. Alors, il y a deux façons de faire. Alors, une qui est bien, pas mal, c'est on va ajouter ici un sous-process qui n'est pas là-dedans. Voilà, alors ici, on peut voir la bordure qui est en pointillé. Donc on va faire un sous-process qui sera une collaboration. Et alors ici, on va déjà faire quelque chose de symétrique. Donc on voit ici qu'on a deux erreurs qui vont effectuer des activités différentes et elles arrivent toutes deux sur une porte exclusive. Pourquoi? Ça veut dire en fait qu'on ne peut pas avoir les deux erreurs en même temps. Ce qui est logique. En fait, même si on a les deux erreurs en même temps, chaque instance de la tâche n'aura qu'un seul token. En fait, ce que ça veut dire là, ça veut dire que pour une instance donnée de ce traitement d'erreur, il peut y avoir qu'un seul token qui arrive ici. Donc cette notion d'instance d'un process est important. Donc nous allons revenir ici. Je vais développer ce process en lui donnant la gestion des erreurs. Vous voyez qu'il a changé, il a une bordure blanche. Donc maintenant, on peut nommer ces erreurs. D'ailleurs, c'est préférable. Donc on va être très inventif. Voilà, comme toujours, il faut toujours un peu de créativité. Donc voilà, nous avons nommé nos erreurs. Ce qui veut dire que nous pouvons lancer une erreur dans notre process. Nous allons dire par exemple que nous avons une condition à ce niveau-ci. Que cette condition va amener à une erreur. Et cette erreur sera du type erreur 1. Voici. Donc, lorsqu'on arrive ici, hop, traitement automatique. On va aller ici, on traite, on arrive ici. Et c'est la fin. Parce qu'il n'y a pas de... c'est la fin. Voilà. Alors nous pouvons avoir d'autres types d'événements, comme l'escalation, etc.
Donc jusque-là, on a un beau petit diagramme. Maintenant, une activité peut elle-même provoquer une erreur. Pour ça, nous allons mettre un événement en bordure. On va dire plutôt que c'est un timer. Donc ici, en fait, on limite l'activité ici, on la limite dans le temps. Si elle n'a pas effectué son traitement dans le temps imparti, alors on va exécuter je m'en doutais, hop. Donc on va exécuter un traitement. Et puis on va terminer le process normalement. Alors ici, le diagramme ne fait pas exactement ce que j'ai dit, puisque on a une bordure un peu spéciale, qui est une bordure avec des pointillés. En fait, lorsqu'il y a des pointillés, ça veut dire que si l'événement ici va être donné, le code de l'activité ici va être exécutée, et puis hop, le token va être détruit. Évidemment, il y a un token qui va continuer sa route tranquillement ici. Évidemment, c'est pas forcément ce qu'on veut. Donc pour cela, on va utiliser une activité qui interrompt le process. Donc ici, hop, on est de retour avec deux bordures pleines, ce qui veut dire que si ce trigger est déclenché, l'activité va être interrompue. Donc par exemple, ça peut être utilisé, donc si on le met en non interrupting, donc si on le met comme ça, on va pouvoir par exemple envoyer une notification et manger le token sans arrêter le diagramme. Si maintenant on désire tout arrêter, on va changer la fin par un terminate. Donc ici, si quelque chose arrive là, boum, le process s'arrête normalement, mais en interrompant les tâches en cours. C'est généralement pas une bonne idée. Donc on va pas le faire, mais c'est faisable. Voilà, on remet en blanc. Alors, il existe d'autres événements intermédiaires. Par exemple, imaginons si l'âge est plus petit que 5 et suivant certaines choses qui se passent dans A, on doit en référer à un supérieur. Pour ça, on va utiliser l'escalation. Donc oui, ça fait penser à Star Trek, mais ce n'est pas Star Trek. Donc ici, on va pouvoir relier un événement, enfin, des activités. Mais généralement, ce seront des activités qui seront dans un autre swimlane. Parce que généralement, évidemment, c'est une autre entité qui va s'en occuper. D'où l'intérêt d'utiliser l'élévation. Alors, soit on va traiter l'élévation en parallèle. Par exemple, si c'est un support, ça passera en niveau 2. Et puis on attendra un message du support, par exemple. Ou alors, ça va interrompre le process et prendre une voie alternative. Par exemple, il faut l'avis du directeur. Donc, on interrompt et on va dans un autre process. Voilà à peu près pour les bases de BPMN. Donc, pas trop compliqué. Donc ça, c'est la vue diagramme de collaboration. La grande difficulté, évidemment, est la modélisation elle-même. Puisque BPMN permet une très grande flexibilité et une très grande expressivité comparée à l'UML. Puisque ce genre de porte en UML serait représenté par des barres assez grasses qui représentent à la fois le fork et le join. Alors on peut voir un peu en détail les activités. En fait, sur chaque activité, on peut mettre un marqueur, voire plusieurs marqueurs. Par exemple, une activité peut être exécutée en parallèle. Alors il y a deux choses.
Le plus simple à comprendre, évidemment, c'est non. Donc, imaginons qu'il y ait une liste à traiter. On pourrait rentrer, diviser la liste en morceaux et traiter chaque morceau en parallèle. Ou simplement, pour chaque morceau de la liste, on veut exécuter la même chose. Donc, l'équivalent d'un point de vue programmation, c'est un pour, alors qu'ici, c'est un fork. Donc, là, on va faire des threads. Ici, on va vraiment itérer avec un for. Il existe encore un autre marqueur. Donc, hop, qui est le loop. Et en fait, ce marqueur indique que ça va être itéré un certain nombre de fois. Ici, on ne sait pas. Donc, généralement, ce qu'on fait, c'est qu'on va ajouter une annotation dans laquelle on va décrire la condition. Par exemple. Voilà. Donc, tant que pas trouvé, PQS, mais c'est pas grave. Donc, voilà. Donc, il sera souvent associé à une annotation. Donc, ça, c'est une annotation. Alors que ceux-là n'en ont généralement pas besoin, puisque le contexte dicte comment les données vont être utilisées. Alors, ce n'est pas tout. Il y a d'autres marqueurs, et c'est toujours sympa de les voir. C'est de qui fait quoi. Oh, pardon, pas ça. Ça, c'est encore autre chose. Donc, qui fait quoi. Donc, task type. Donc, par exemple, ici, nous aurons affaire à un système expert ou simplement à des règles automatisées, mais qui font partie du business. Par exemple, on va rechercher allez, est-ce que c'est un majeur ou pas, des choses comme ça. Ou si on est dans une banque, est-ce qu'on peut faire le cas ou pas. Et puis alors, généralement, après, on aura une condition. Car oui, en effet, la règle peut être traitée ici, puis on a la condition. Puisque dans l'exemple que j'ai fait là, donc il faut le retrouver, hein, voilà, ici. En fait, j'aurais pu avoir déterminé la majorité, enfin est majeur, et puis oui, non. Donc j'aurais mis la question ici. On peut indiquer également que c'est l'utilisateur qui doit faire une action. Donc on va avoir un humain. On peut être plus général, utiliser la main que vous venez de voir. Là, c'est entièrement manuel. Alors, évidemment, ça sert à rien de polluer avec plein d'icônes quand on sait facilement dire quel type de ressource va travailler. Et ça permet d'être vraiment explicite si on en a besoin. Par exemple, une tâche qui pourrait être à la fois faite par un humain, enfin par un utilisateur ou par une machine, on peut vouloir expliciter que non, ce sera bien fait par la machine. Et donc, oui. Je regarde s'il y a encore d'autres choses, mais je pense que on a fait le tour. Alors maintenant, on va voir les compensations. On a vu quand tout va bien, quelques cas d'erreur assez simples. Et donc maintenant, on va voir les compensations. Donc pour cela, il faut au moins une tâche. Voilà, nous avons un événement et nous aimerons le défaire en cas d'erreur. Pour ça, plutôt que de recréer tout on pourrait faire ceci. Évidemment, pas ceci. On pourrait ajouter un événement de type error qui sera interrupting. Et de là, oui, non.
Et de là, j'ai un fou. Alors, hop, de là, on va défaire l'événement. Et puis on a la fin. Voilà. Puis on a un deuxième événement. Et on va s'arrêter là, voilà. Et lui, oups. Et on s'arrête là. Et ici, on va changer le type d'événement en erreur. Toujours interrupting. Évidemment, ici, on va devoir défaire la première activité et défaire la seconde et s'arrêter. Donc maintenant, si ici, on avait eu un choix, on aurait eu bien du mal à tout défaire. Il faudrait faire toutes les combinaisons. Donc plutôt que de travailler comme ça, on va travailler autrement. Donc je vais remplacer cette erreur par une compensation. Donc la compensation ressemble à un rewind, puisqu'en effet c'est ce qu'on cherche à faire. Voilà. Donc ici, s'il y a une erreur dans l'exécution, à ce niveau-ci, alors ceci sera défait et ceci aussi. Automatiquement. C'est à ça que servent les petites rayons qui est ici. On peut évidemment avoir le dire de façon explicite, autre qu'une erreur. Et dire qu'on veut annuler ce qui s'est passé. Et donc du coup, on va exécuter les compensations et dans le parent, on aura accès à une fin cancel. Donc on pourra avoir en bordure de l'activité parente un petit X blanc et traiter aussi au niveau du parent. Grâce à un cas très simple de l'utilisation des rewinds. Alors parfois aussi, on veut dire soit on fait tout, soit on ne fait rien. Donc ce que je vais faire, je vais ajouter une activité ici. Ah oui, c'est pas grave. Je vais ajouter une activité et ce sera une transaction. Donc on a la double bordure et tout ce qui est fait à l'intérieur doit être fait en un bloc. Donc s'il y a une erreur, d'office on défait tout. Voilà. Donc on peut ainsi mettre des transactions dans des transactions par exemple. Voilà. Donc ça c'est tout pour la collaboration, c'est déjà pas mal. Alors parfois on veut un plus haut niveau. Tout à l'heure on a vu l'envoi de messages. Hein. Donc hop. Et donc on va utiliser la chorégraphie. Je
pourrais pas montrer l'autre parce que ça bug un peu sur ce système. Donc ici, on a des chorégraphies. Donc on a un début, hein, comme dans les autres diagrammes, et on arrive dans une chorégraphie. Et puis, voilà, on va garder les choses simples. Donc ici, on a des discussions. Donc ce qu'on va faire, voilà. Bon, ça c'est... On va pas prendre ça. Donc, on va ajouter un utilisateur. Voilà, et l'utilisateur va dialoguer avec voilà. Donc l'utilisateur va parler avec le vendeur. Voilà. Et il va lui demander, par exemple, le prix. Et donc, on peut détailler. Ok, donc hop. Donc ici, on met le contenu des messages. Donc l'utilisateur va demander quel est le prix et le vendeur va faire une offre. Donc, généralement, on met ça plutôt plus haut, quoi, histoire qu'on voit qui dit quoi. Et on peut faire pareil, de l'autre côté. Là, on peut avoir plusieurs vendeurs. Tu ne vas pas me laisser les mettre. Voilà, bon, normalement, c'est une façon de faire, mais on peut aussi nommer et alors avoir plusieurs segments dans le haut. Par exemple, si on a 3 vendeurs, on va mettre vendeur 1, vendeur 2, vendeur 3. Ici, c'est un pool de vendeurs, donc c'est plutôt anonyme, hein, c'est même plutôt impersonnel, mais bon. Je peux pas dupliquer, j'aurais dû mettre vendeur 1, vendeur 2, vendeur 3 dans des swimlanes, mais je l'ai pas fait. Donc j'y ai pas accès ici dans ce diagramme. Et donc ici on peut voir par exemple hop, contrat. Voilà. Donc ici on peut voir la discussion à un niveau macroscopique. Et évidemment on peut avoir des
portes également. Et donc on peut faire des conversations assez complexes. Ça restera toutefois plus simple que le diagramme de collaboration, mais ça permet d'avoir une vue générale des différents intervenants du système. Parce que aussi ici, on peut avoir plusieurs diagrammes de collaboration et les résumer par un diagramme de conversation, enfin de chorégraphie. Donc voilà, donc pour des projets assez complexes, ça peut être utile et c'est beaucoup plus rapide à observer. Également, comme j'avais fait dans ici, hop, au départ, l'utilisateur était sous forme de boîte noire et on ne voyait que les messages en entrée-sortie. Ça peut être utile quand on veut partager de la documentation et qu'on veut cacher le fonctionnement interne du système. Et si je ne peux pas le masquer, c'est dommage. C'est très dommage. Je regarde si je peux quand même. Non, donc on peut pas. Mais... Voilà, donc généralement, dans les logiciels, on peut fournir des vues alternatives. Hein. On va cacher, donc comme ici, je pouvais avoir l'option de dire que je ne le veux pas en extended. Et hop, ainsi ça devient secret. Et on peut fournir le document. On peut faire pareil avec la piscine, on va dire, qui est au-dessus, pour masquer ces détails qui peuvent être inutiles, comme par exemple la gestion d'erreurs, n'est pas forcément nécessaire. Voilà. Donc c'est à peu près tout pour les bases du BPMN. Sachez qu'il y a des portes basées sur les événements. Hein. Donc par exemple, là on va encore faire un truc tout faux. C'est pas grave. Donc, on peut avoir des... Voilà, donc ici, cette porte est simplement... Alors on va... Hop. Donc par exemple, soit il y a eu une erreur, soit il y a eu une condition quelconque, soit il y a eu un message, par exemple de l'admin ou n'importe quoi. Voilà, et alors on va exécuter des tâches. Et alors, comme je sais que les événements sont... comme je sais que les événements sont exclusifs, je vais pouvoir faire un truc. En même temps, ça montre le... Voilà. Donc ici, c'est un exemple assez trivial où les portes ne sont pas équilibrées. On a deux portes qui ne se ressemblent pas. Voilà. Donc on a bien deux portes différentes.
Donc une qui est exclusive basée sur les événements et une qui est simplement exclusive. Ce qui veut dire que un seul token peut partir d'ici et un seul token peut arriver ici. Donc s'il y a deux tokens qui arrivent ici, on détectera une erreur. C'est une façon d'avoir de la redondance dans le schéma et de pouvoir le valider si quelqu'un fait une altération. Par exemple, quelqu'un ajoute une porte double, donc un multiple avec un plus, deux activités et rajoute une entrée ici. Alors on verra qu'il y a deux tokens qui vont arriver ici, ce qui n'est pas possible. Donc il faudra équilibrer, etc. Voilà. Et c'est tout pour la base. Merci de votre patience.